Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Clément Martin de Rocket for Sales. Clément, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Clément, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter un peu ton activité ? Oui, tout à fait. Clément Martin, je suis fondateur de Rocket for Sales. Donc, c'est la première société d'agents de commerciaux. Alors, ça paraît un petit peu farfelu, mais notre métier, c'est quoi? C'est d'identifier des talents et donc du coup d'inverser le recrutement. C'est-à-dire qu'on va bâtir un portfolio de talents une fois qu'on les a sélectionnés sur le volet. Donc on les accompagne dans la création et l'organisation de leur stratégie de carrière. D'accord. Alors moi, quand tu m'as présenté ta société, je trouvais ça très, très intéressant. J'ai trouvé qu'en fait, le parallèle un peu d'agents de joueurs de sport professionnel était vraiment fun. Et du coup, c'est un peu ça. C'est un peu, vous avez une écurie de top commerciaux, top sales que vous pouvez proposer à vos clients. C'est ça? C'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment de répliquer le même modèle que dans les agents de joueurs de foot, où, par exemple, peut-être que Alexandre, tu regardes la série 10%, Ouais, qui est passée sur France 2 ou sur Netflix. ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, et en fait, c'est exactement ce même modèle. C'est-à-dire que si t'as pas Jean Dujardin dans ton portfolio, tout de suite, ça va être beaucoup plus difficile d'attirer les plus belles boîtes. Et nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va identifier des sales, des commerciaux d'exception spécialisés dans la tech. Et une fois on les a identifiés, l'idée, c'est de les suivre et de les aider à bâtir une stratégie de carrière. D'accord. Et donc, c'est spécialisé tech B2B. Tech et principalement B2B, oui. D'accord. Tout à fait. Ouais, donc je trouve vraiment le concept très, très fun. Et du coup, tu étais un peu l'invité idéal pour traiter le sujet du jour, qui est en fait Mhm. comment on va aborder le sujet de la carrière du commercial, et notamment comment gérer sa carrière comme un sportif de haut niveau, comme vendeur. Et donc, tu vas nous donner des tips applicables pour ne pas faire d'erreurs dans sa carrière, sa gestion de carrière. Pourquoi c'est un sujet, selon toi, qui est vraiment fondamental quand on est commercial ? Ouais, c'est pour moi un sujet très très important aujourd'hui où on voit que le turnover dans les entreprises, donc le roulement des équipes commerciales, on va dire, va de plus en plus vite. Bâtir sa stratégie de carrière devient super important. Euh, Pourquoi? En fait, c'est tout simplement mon parcours. En fait, ça fait partie de la genèse de la société. En fait, je me suis rendu compte que j'ai démarré dans une société de service où j'ai pu apprendre le métier, vendre dans l'univers de la tech où je vendais des projets CRM, e-commerce, cloud il y a quelques années. Donc ça, c'était super intéressant et très très formateur parce que c'est dur. Puis après, je suis rentré chez LinkedIn où j'ai une très belle trajectoire et LinkedIn m'a fait confiance alors que je venais d'une petite société de service pour lancer Sales Navigator sur le marché français. D'accord. Alors, Sales Navigator, qui est l'outil de LinkedIn dédié aux commerciaux. Et je pense que j'imagine que beaucoup d'auditeurs sur le podcast vont connaître.
Mais si on, on fait un rétropédalage et on regarde 6 ans en arrière, personne connaissait. Fallait évangéliser le marché et je faisais partie des 3 premiers commerciaux sur le marché français. Donc très belle aventure. En 3 ans, j'ai bien marché et on a bien évangélisé. Et au résultat, aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent sur le marché. Donc c'est une belle réussite. Et ouais, c'est même devenu un peu pour moi l'arme ultime du commercial avec le téléphone. Sales Navigator, quoi. Donc, t'as bien bossé. Entièrement. Alors, il n'y a pas que moi, il y a des grosses équipes derrière. Ouais, j'imagine. Mais vraiment, c'était une très belle aventure avec des gens brillants, des gens à tous les étages de la fusée au final, et qui avait un vrai but, c'est d'aider les commerciaux. Et je pense qu'on a réussi, et puis je pense qu'ils continuent à le faire depuis que je les ai quittés. Mais c'était vraiment une belle aventure et très structurante, très formatrice pour ma carrière. Ouais. Et à un moment dans ma carrière, j'avais fait un peu le tour du sujet, notamment chez LinkedIn, et je me suis rendu compte, du coup, où est-ce que je pouvais continuer à progresser, à apprendre. Et je pense que dans la vie d'un commercial, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends au quotidien, est-ce que je suis en pilotage automatique ou pas. Et il y avait des décideurs chez LinkedIn qui disaient que, en gros, tous les 2 ans, tous les 4 ans, ils se remettaient en question en disant voilà, je sais que je vais changer de job, je vais me remettre en question, je vais changer le périmètre, mais c'est toujours pour apprendre. Et je pense que c'est ça la philosophie. Et donc j'ai pris la décision de partir en tant que head of sales dans des startups parisiennes. Ouais. Et en fait, j'y suis allé par recommandation, etc. Et à chaque fois, c'était très enrichissant. Mais de par ma personnalité et mon dynamisme, j'aurais peut-être pas dû aller dans ces sociétés-là et les choisir différemment. Et en fait, en choisissant ces sociétés-là, en fait, ça m'a permis de monter Rocket for Sales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'accompagner les gens dans l'identification des bonnes sociétés. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas pas faire un faux pas dans ta carrière ? Parce que je suis passé de top performer chez LinkedIn à mettre le drive dans des équipes commerciales, mettre l'énergie et la motivation, mais avoir un échec de choix de société. Et ça devrait pas se passer aujourd'hui dans la carrière des top commerciaux. Parce que il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais choisir la bonne société, c'est super important parce que ça peut avoir un impact très important dans le futur de ta carrière. Donc, et c'est pour ça qu'on a bâti la société. D'accord, donc en fait, tu as vécu, toi, on va dire, un échec dans ta carrière. Tout à fait, ouais. Et tu t'es dit, en fait, je vais créer une société pour aider les commerciaux à ne pas reproduire l'échec que tu as eu, c'est ça ? Exactement. D'où le fait d'inverser le recrutement. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est quoi ? C'est vraiment d'aider le commercial. Et quand on le voit, on va leur dire, c'est quoi ta stratégie ? C'est quoi ta stratégie à 5 ou à 10 ans ? Et si tu as pas défini ces éléments-là, c'est compliqué de juste choisir un nouveau job parce que tu sais pas pourquoi tu le choisis. L'objectif, c'est vraiment de comprendre quels vont être la stratégie complète. Et l'idée de la discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment de partager, Alexandre, ces éléments-là qui vont te permettre de la bâtir pour éviter ces échecs et d'avoir une high fly career, comme on dit chez les Américains, vraiment une carrière ascendante, exactement, ouais. Et de faire en sorte que tu te fasses plaisir dans ton job et que tu continues à performer. Et du coup, dans tous les commerciaux que tu rencontres, tu t'en vois beaucoup qui ont une véritable stratégie de carrière ou c'est une minorité
Ouais, alors très très bonne question. De manière très honnête, c'est rare. Oui, Aujourd'hui, c'est rare. j'imagine. Il y a, il y a quelques profils où on a été très surpris en se disant, bah ouais, moi je sais que je veux aller managing director de telle boîte dans 10 ans. Et là, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, nous, notre métier, c'est juste de lui donner, bah, tiens, regarde ces boîtes-là, voilà, fais-le en ricochet sur deux, trois coups, deux, trois jobs successifs, mais voilà comment tu peux y arriver. Et c'est ça l'objectif. Mais effectivement, il y a une vraie minorité de gens qui ont pris conscience de l'importance de cette stratégie de carrière. Ouais. Et toi, en fait, l'expertise de Rocket for Sales, c'est qu'en fait, vous connaissez très bien le marché et que Tout à fait. vous pouvez aider en fait le commercial à comprendre un peu mieux le marché et les sociétés, comment ça se passe, leur réputation, le bon moment pour rejoindre ces sociétés, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, la première chose qu'il faut faire quand on se dit, tu sais, t'es passé par là, moi aussi, bon, allez, je changerais bien de job, j'ai fait le tour, je suis dans ma zone de confort, comment je pourrais retrouver, en gros, un entrain d'énergie et une passion dans la société que je défends et les produits que je vends aujourd'hui. Et en fait, le premier élément qu'il faut regarder, c'est quelles sont les sociétés. Quel type de société je vais viser. Est-ce que on veut, ce que nous on appelle plutôt les big leagues. Est-ce que je veux rentrer sur du Salesforce, du Oracle, du SAP dessus. Du coup, est-ce que j'ai les compétences pour y arriver? Est-ce que j'ai le track record pour y arriver? Faut regarder ça. Ou bien est-ce que je veux rentrer dans des sociétés plutôt mid-market versus les autres qui sont plus enterprise souvent, mid-market ou plutôt très transactionnel. Ouais, donc pour expliquer Ah, aux oui, auditeurs, pardon. en enterprise, effectivement, ça va être des Salesforce qui vont vendre des gros paniers moyens à des gros clients. Mid-market, ça va être, par exemple, moi, ma société qui va vendre des tickets plus petits à des clients qui peuvent être gros mais aussi petits, je sais pas, des peut-être 10 000 € par an. Et transactionnel, ça va être plutôt du Doctolib qui va vendre des petits paniers moyens à beaucoup de clients. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, chacun a son propre savoir-faire. Donc, chaque société a son propre savoir-faire. Et donc, par exemple, un vendeur enterprise n'ira jamais sur du transactionnel et vice-versa. Donc, c'est établir les sociétés qu'on souhaite intégrer. Moi, par exemple, quand je suis rentré, je suis sorti de ma société de service, je me suis focalisé uniquement sur LinkedIn parce que j'avais une passion pour cette société. C'est vraiment cette société qui m'intéressait et quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie et je suis rentré. Mais Mais, j'ai vraiment focalisé sur cette société-là. mais du coup, dans ta société de service, tu es peut-être plutôt sur du mid-market et ensuite tu es passé à de la vente enterprise ou pas du tout? Alors, ouais, alors c'est une bonne question. Alors chez LinkedIn, tu as un peu des deux. Moi, dans la société de service, j'étais entre mid-market et enterprise, selon les cycles de vente. Et en arrivant chez LinkedIn, j'étais plutôt redescendu sur du transactionnel, plutôt des paniers moyens autour de 10 000 €. Donc assez transactionnel, 3 par mois. 3 deals par mois à peu près. Donc il y avait quand même une grosse vélocité. Et LinkedIn m'a fait confiance pour gérer l'enterprise en fin de mon cycle. Et donc du coup, d'autres cycles de vente beaucoup plus longs, 6-9 mois, avec une autre démarche associée. Ouais, donc Mais ouais. j'imagine quand tu es spécialisé sur tel ou tel marché ou typologie de vente, c'est plus facile d'aller ensuite te vendre avec cette spécialisation. Néanmoins, Exactement. tu peux quand même évoluer, j'imagine, dans ta carrière. Tu peux passer. Est-ce que c'est faisable ça, de passer d'un mid-market à un enterprise ou c'est vraiment c'est pas évident? Ouais, alors, excellente question.
Oui, en fait, quand tu fais de la vente mid-market, c'est plus facile pour aller sur de l'enterprise. Et c'est d'ailleurs l'évolution logique Oui, de passer vers ce stade-là. Après, passer du transactionnel à l'enterprise, c'est plus donc dur. panier de 10 000 euros à 50, 100, 150 000 euros, là, ça commence à être un peu plus complexe. Parce qu'il y a une phase d'adaptation qui est beaucoup plus longue. Les méthodologies sont pas les mêmes, le nombre d'interlocuteurs n'est pas le même, etc. Et là, c'est un peu plus complexe. Mais du mid-market vers l'enterprise, tout à fait, D'accord. c'est assez complexe. Donc vous, Euh, voilà, toi tu nous donnes comme conseil du coup de bien comprendre le marché, quelles sont les sociétés que les gens peuvent aller voir, la structure de la société, de l'organisation commerciale, ouais. et ensuite, Et ensuite, en fait, il y a plein d'aspects autour de la société encore. Leur réputation, est-ce que c'est bon? Il y a plein d'outils ouais, et souvent je l'apprends aux gens, mais c'est par exemple Glassdoor. Glassdoor qui a un super plateforme où il y a les reviews, il y a les commentaires des propres employés. Alors c'est un peu le TripAdvisor des sociétés. Mais c'est une super plateforme. Alors, c'est comme TripAdvisor, hein. il y a Il y de a tout. des vrais avis, des faux, il y a un peu de tout. Mais dans la masse, ça se régule. Ouais. Typiquement, une société qui a 3 sur 5 dessus, bon, bah, c'est comme sur TripAdvisor, quoi. L'hôtellerie, c'est toujours un peu moins bien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Regarder les éléments externes aussi, tels que TripAdvisor, c'est vraiment important. Solliciter des gens que vous connaissez aussi dans les sociétés, de savoir est-ce qu'il fait bon vivre, est-ce qu'il fait pas bon vivre, etc. Ça, c'est déjà faire un peu ce qu'on appelle en anglais une due diligence avant d'y aller, c'est super important. Oui, parce que Euh, on en avait parlé en off, mais tu peux être un très bon commercial dans une société et dans une autre société, en changeant d'environnement, être moins bon parce que tu as des choses que tu maîtrises pas sur l'environnement de la société. Exactement. Exactement. Et après, pendant des phases d'entretien, il est super important de voir avec qui on va travailler. Est-ce qu'il y a on peut être dans une des meilleures boîtes au monde, Great Place to Work, comme on le voit de plus en plus en ce moment. Ouais. Mais si ton N+1, ton manager, bah, tu sens qu'il n'y a pas de match ou tu sens que tu vas pas être complémentaire dans ta relation, euh, mon conseil serait de ne pas y aller. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sait que bah, ça peut être douloureux, etc. Ouais, il Euh, faut bien comprendre aussi que si on fait cet épisode, c'est aussi parce que sur le marché donc on va dire des commerciaux, comme tu l'as dit un peu, le rapport de force a tendance peut s'inverser parce il y a une pénurie de bons commerciaux. ouais. Et du coup, bah, les entreprises, effectivement, si tu es un bon commercial et que tu as une stratégie de carrière, etc., assez élaborée, tu peux quand même choisir les entreprises où tu veux travailler. Ouais, exactement. Et c'est surtout ça, hein. Aujourd'hui, un très bon dans Sales Enterprise, aujourd'hui, enfin, et je le répète assez souvent, ces gars-là ne vont pas postuler. Oui, Ils n'ont pas besoin de postuler. C'est-à-dire que les gars, ils me montrent, ils me disent, bah, Clément, c'est super, regarde ma box LinkedIn. J'ai à peu près 10 messages depuis 3 semaines. Donc du coup, ils se font solliciter constamment. Et du coup, c'est là où ça devient difficile. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sollicitations de où est-ce que je vais? Où est-ce qu'il fait bon vivre? Et où est-ce que, par exemple, il y a une des choses que regardent peu les commerciaux, c'est quel territoire je vais avoir. Alors les plus, j'ai envie de dire les plus seniors, c'est la première chose qu'ils te demandent. eh oui. Je vais avoir quel compte? Je vais avoir quel territoire? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des super sociétés de software, enfin les plus brillantes dans le monde. Il y a tellement de commerciaux qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste en termes de territoire? Tu vas être au numéro de la rue dans ton quartier, et là, ça devient compliqué Ouais, ça peut vite être de frustrant. surperformer.
Ouais. Frustrant. Moi, la chance que j'ai eue en arrivant chez LinkedIn, c'est l'ouverture d'une BU dans laquelle où je bénéficiais de la marque LinkedIn, qui est une marque exceptionnelle, et en plus, un territoire complètement vierge. Ouais. Donc là, j'avais juste à m'amuser et à aller parler, et ouvrir la porte aux gens. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile parce que il faut évangéliser sur une solution qui n'existe pas, mais ou très peu connue sur le marché. Mais j'inviterais aux auditeurs de vraiment bien regarder ça parce que c'est souvent ce qui fait la différence. Après, autre point, c'est où est-ce que j'en suis dans ma carrière? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre? J'en suis au tout début de ma carrière. Si je suis au tout début de ma carrière, j'inviterai à rejoindre des sociétés où je vais pouvoir continuer à apprendre les best practices, les meilleures méthodes dans le monde pour, en termes de prospection, en termes de relations clients, en termes de négociation, en termes de vision. Ce qui va permettre derrière de pouvoir continuer à accélérer, et que quand vous ressortez de cet univers, là vous allez pouvoir inverser et donc du coup transmettre le savoir. Ouais, alors ça c'est peut-être pas, enfin c'est pas évident à faire puisque quand tu as une offre, moi je vois par exemple mon petit frère là qui postule pour des alternances dans la fonction commerciale. Tu peux avoir en face de toi des entreprises classiques ou des startups qui te disent nous, t'inquiète pas, on va t'accompagner, on va te coacher, te former, te faire monter en compétences. Mais la réalité, souvent, c'est que moi en plus, je le sais puisque je vends des outils d'entraînement aux entreprises. C'est que, en fait, c'est compliqué pour une entreprise souvent d'investir dans la formation, l'entraînement, la montée en compétences. Et souvent, quand on est en poste, on peut être laissé un peu, on va dire, dans la masse, on ne te forme pas. Donc, ça, comment tu peux arriver à le voir en amont? Ouais, alors ça c'est une super question parce que en fait nous en gros, comme on côtoie énormément de commerciaux, on sait où sont les meilleures écoles, on sait où sont les meilleures boîtes. Tu sais où il y a des Sales Academy par exemple? Des Sales Academy. Tu vois, pour donner exemple, une super école sur le marché, je pense qui forme parmi les meilleurs sales sortis d'école en alternance, c'est Eurydice. Oui. Eurydice, c'est une superbe école. Je suis même épaté du niveau de sortie en fin de master. Ils sont vraiment très très forts en termes de technique de vente. Ouais, j'y vais la semaine prochaine. Ah voilà, tu vas voir, le niveau est vraiment fabuleux. Deuxième, après tu peux par exemple démarrer ta carrière et aller à Dublin chez Salesforce. Pour moi, c'est un peu le Saint Graal pour débuter sa carrière. C'est-à-dire que tu fais 2 ans chez Salesforce, potentiellement, c'est l'équivalent de 5 ans à Paris, quoi. C'est un vrai accélérateur parce qu'ils vont te former aux techniques de vente. Et ces boîtes-là sont vraiment très très forte en termes de formation, en termes de coaching, etc. Et ils ont monté des pôles, on en parlait en off l'autre jour, mais c'est par exemple de sales effectiveness, donc des équipes qui vont, leur métier c'est vraiment de mettre en place des formations dédiées aux commerciaux et qui sont ultra puissantes. Et du coup, là, on peut faire un petit jeu en quelques minutes, mais tu es un jeune, tu veux te lancer dans cette carrière, etc. Tu vois qu'il y a des opportunités. Donc, tu fais une alternance, par exemple, dans une école comme Eurydice, où il y en a d'autres. Hein. Tu arrives chez Salesforce, tu passes 2 ans à Dublin. Alors, en plus, tu apprends l'anglais, tu deviens bilingue, donc ça, c'est génial. Et là tu es quoi? Tu es SDR par exemple? Alors SDR, BDR, donc SDR, Business BDR, Development Representative. Ouais, donc tu Alors, fais Pardon. La recommandation que je ferai à la personne qui fait ces 2 ans à Dublin en tant que SDR, BDR, c'est vraiment de rester au moins une année en tant que account executive.
D'accord. Parce que en fait, en tant que SDR, BDR, tu vas générer des leads et être très très fort en qualification et détection d'opportunités. Par contre, il te manque la phase finale qui est de vente de la valeur jusqu'au closing. Ouais. Et ça, si tu n'as pas vu l'ensemble du cycle, je trouve ça assez dommage. Et il te manque quelques étapes pour être ultra performant en termes de skills, de compétences commerciales. Ouais, donc là, imaginons, tu as le parcours rêvé, tu as réussi à avoir une année effectivement comme account executive. Et là, tu peux te mettre sur le marché et aller voir peut-être des boîtes, on va dire, moins grosses que Salesforce, Ouais. mais Alors, qui bien sont entendu. voilà, mais qui sont en hyper Alors, croissance, en croissance. Et... après, encore une fois, ça dépend vraiment de la typologie ou du type de personnalité que tu as. Oui. Si tu as plutôt un profil carriériste, je t'inviterai à rester dans l'écosystème parce que tu es dans peut-être la meilleure boîte au monde Oui. en termes d'exécution commerciale. Donc, je resterai soit dans cette société, soit dans une société équivalente Comme Oracle, Microsoft. comme Oracle, Microsoft ou autres. Il y a de très très belles boîtes américaines, internationales et quelques françaises. Donc ça, c'est un premier axe. Après, si la personne est plus entrepreneur, on pourrait plus s'orienter vers des plus petites startups. Exemple, mon cas. Moi, je savais très bien que j'allais pas rester dans un grand groupe parce que je suis plus entrepreneur que corporate. Et donc du coup, rentrer dans des plus petites structures pour prendre du leadership et donc du management au sein des équipes. Ouais. Donc ça peut être une stratégie. Après, au bout d'un an, c'est quand même un peu jeune. Je recommanderais d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience commerciale avant de prendre du management. Mais après, c'est encore une fois, ça dépend de la compétence, du type de personnalité et trois de l'envie de la personne. Et donc du coup, de choisir soit des plus petites sociétés ou des plus grosses structures en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais, donc là, dans ta stratégie de carrière, donc tu peux effectivement définir des typologies de sociétés. Et tu peux viser, en fonction de ton évolution, tiens, je vais aller dans une plus petite société, mais pour avoir plus de responsabilités, ou ainsi de suite, quoi. Ouais. Et puis aussi, rentrer dans une petite société, c'est aussi l'opportunité de transmettre. Ouais. Parce que, en fait, quand tu rentres dans une boîte comme LinkedIn, Salesforce ou autre, tu reçois tellement de tes managers qui t'apprennent à comment prospecter, comment gérer ton pipeline, comment gérer ton pitch, comment gérer des négociations, etc. Que c'est tellement un peu un service militaire au final de l'avance. On t'apprend à être très fort en exécution, donc l'objectif c'est de transmettre à tes équipes et d'en faire des rockstars de la vente, en fait, tout simplement. C'est ça. Du coup, est-ce que tu veux qu'on aborde un sujet qui va intéresser tout le monde, les salaires? Ouais. Les salaires, c'est effectivement, on est tous des commerciaux, même si j'ai pris ma retraite. En fait, c'est le sujet le numéro 1. Alors, il y a plein de choses à savoir autour des salaires. Il y a la règle. La règle, c'est de savoir à qui on parle et quelle typologie de société et quel type de salaire ils sont capables de donner. Ouais. Il y a vraiment des disparités assez flagrantes, qu'on soit sur des boîtes françaises ou des boîtes internationales ou encore des boîtes américaines. Il y a vraiment des disparités. De plus, plus on va complexifier la vente, c'est-à-dire que plus on va être sur des cycles de vente longs, complexes, et donc
enterprise versus des paniers moyens très petits, plus le salaire va augmenter. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et pour donner alors je parle pas de management, mais plutôt de salaire de sales. En gros, on peut osciller entre pour de l'hyper transactionnel, très petit deal, on peut arriver autour de 30 000 euros jusqu'à des salaires à 220 000 euros annuels sur des sales enterprise. Et j'avais vu effectivement un article que les sales enterprise dans les grosses entreprises de logiciels de vente complexe, comme tu l'as dit, pouvaient effectivement avoir des salaires parfois plus élevés que des chirurgiens, hein, ce qui est assez, assez impressionnant. On fait de la chirurgie, hein. On fait de la chirurgie dans la vente. Oui, et puis quand tu sais que tu peux faire par exemple 4 deals ou 5 deals à 150 000 euros, 200 000 euros, forcément, du coup, ton salaire avec les commissions, etc., peut être dans ces eaux-là. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est une tendance dans les boîtes françaises qui commence à évoluer, qui commence à arriver. On peut arriver sur du 120, 130, potentiellement 150, un peu plus sur certaines sociétés. Après, les boîtes, alors toujours, je parle bien entendu, hein, Alexandre, on n'est pas sur du fixe, hein, bien entendu. Oui, je pense que c'est important de le rappeler. Généralement, on est sur des ratios de fixe variable entre 50% de fixe, 50% de variable. Et l'objectif, c'est d'arriver sur des boîtes américaines où on est autour de, j'ai envie de dire, ça oscille entre 150 et 200 000 euros sur des salaires enterprise. Après, on n'a rien sans rien, hein, on va pas se cacher. Plus le variable est grand, plus le risque est important. Faut pas se le cacher. Mais si on est bon, si on est doué dans son métier et que on a compris la méthodologie de vente, que il y a un time to market de la solution qui est parfait, oui, on peut avoir des accélérateurs relativement importants. Ouais. Et puis aussi, ça devient un peu pas une norme, mais ça devient un peu plus courant dans les sociétés françaises. C'est la partie commission qui ne va pas être plafonnée. Où c'est vrai que moi, par le passé, j'ai travaillé dans des boîtes américaines où là, c'était assez courant finalement de ne pas avoir de commission plafonnée. Et du coup, les commissions pouvaient être plus élevées que ton salaire fixe. Alors qu'il y a quand même des boîtes un peu plus traditionnelles en France qui vont limiter la partie commission. Ouais, tout à fait. Il y a de vraies évolutions là-dessus. Il y a encore quelques boîtes qui vont rester sur des commissions. À partir d'un certain seuil, on commence à enclencher des commissions. Donc ça existe aussi. La tendance, c'est que au final, hein, les boîtes américaines commencent à apporter de plus en plus de cette tradition, hein, premier dollar rentré, premier dollar de commission. Donc, et ce qui rend vraiment les choses attractives pour les commerciaux au final. On fait des excellentes incentives et voilà. Mais encore une fois, attention, gros salaire fixe variable veut pas dire grosse commission à la fin d'année, parce que il suffit que ça soit pas le bon timing pour la personne, que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. En fonction de ton territoire, si ton territoire il est petit, plus petit il est, moins de chances de réussite. Etc. Oui, et puis du coup, comme tu dis, le risque est plus élevé et ils n'hésiteront pas à te licencier si tes ventes mettent du temps à se faire. Exactement. Donc c'est pour ça, il y a rien sans rien, mais c'est pour ça. Et là, je rebondis un petit peu sur ce qu'on a dit au début. C'est pour ça, d'où l'importance d'identifier, de bien faire une analyse avant d'aller vers la boîte, parce que c'est ce qui va permettre
aux commerciaux d'exceller, quoi. Ouais. D'exceller. Et il y a un point qui est relativement important et je l'ai pas mentionné, c'est je recommande à tous les commerciaux d'aller vers des sociétés qui les passionnent. Qui les passionnent ou qu'ils ont un attrait. Sinon, ils iront principalement que pour l'argent et c'est jamais bon et ils vont jamais rester. Mais moi j'ai adoré LinkedIn parce que j'étais passionné par la société et par ce qu'ils étaient en train de bâtir, par leur manière de communiquer, etc. Et ça, j'en étais vraiment ultra satisfait. Et je recommande aux commerciaux d'aller vers ce type de projet. Qu'est-ce qui me passionne? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est l'IT? Pourquoi? Parce que quand vous allez vendre, ça va se ressentir dans votre vente. Vous allez être passionné et au final, ça sera pas forcément de la vente agressive, etc. Mais vous allez le faire de manière naturelle. Et c'est un point important. Ouais. Ouais, c'est souvent un conseil aussi qu'ont souvent les entrepreneurs, hein, créer une boîte vraiment autour plutôt de quelque chose qui vous passionne plutôt que pour faire de l'argent. Sinon, vous pouvez vite, dans les moments très durs, abandonner tout simplement. Tout à fait, ouais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai monté une boîte autour des commerciaux. Ouais. Ça fait au final, c'est peut-être pour ça. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, donc là, on a donné des conseils un peu sur, avoir une vision claire des entreprises, du marché, de ses compétences, de comment on peut évoluer dans ce marché dynamique. Donc tu vas, imaginons tu es un commercial, jeune ou moins jeune, et tu vas commencer à contacter ou à répondre à des offres d'emploi. Ouais. Comment tu te prépares aux entretiens finalement que tu vas avoir face à ces entreprises? C'est quoi, toi, vu que tu es de l'autre côté de la barrière, ouais. les quelques tips que tu peux donner sur l'entretien d'embauche? Ouais, alors les phases d'entretien sont souvent, j'ai envie de dire, négligées. C'est-à-dire que les personnes savent qu'elles sont douées dans leur métier et que ça va se retranscrire direct. Mais au final, des phases d'entretien, ça se gère comme on prépare un rendez-vous. Comme une vente, exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important de faire cette due deal avant, parce que quand tu arrives en entretien, déjà, tu es préparé. Tu sais qui sont les patrons, comment ils vendent, qu'est-ce qu'ils vendent. Moi, j'ai vu des gens très très bons. À chaque fois qu'ils arrivent en entretien, ils savent même techniquement comment ça fonctionne. Donc là, c'est un vrai coup d'avance pour eux parce que tu te dis, ce gars-là ou cette personne-là, il n'y a pas de montée en compétences ou très peu. Il est déjà ultra motivé. Opérationnel. Ouais, exactement. Autre, pour les plus seniors, ça va être de comprendre quel est le business de la société, comment ils vendent. Quels sont les paniers moyens, quels sont leurs challenges, toutes ces choses-là, d'analyser même avant, de se dire ok, si je comprends, si je lis entre les lignes, voilà comment ils fonctionnent. Et ça, c'est un avantage important. Pourquoi? Parce que derrière, tu peux être percutant dès les premières minutes sur les échanges. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Deuxième conseil que je pourrais donner aussi, c'est avoir un discours clair. Alors le discours clair, ça paraît trivial et on pense que les commerciaux ont tous des discours ultra clairs, très vendeurs, etc. Mais on peut avoir des surprises. Et nous, ce qu'on propose aux personnes, c'est d'appliquer la méthodologie STAR. Je ne sais pas si tu connais, Alexandre, la méthodologie STAR ou pas? Eh bien non, je suis tout oui. Alors, la méthodologie STAR, c'est assez simple. En fait, c'est utilisé notamment par les grands groupes pour structurer le discours. Chez LinkedIn, on utilisait ça. C'est définir la situation. Par exemple, je travaille chez LinkedIn. LinkedIn, c'est quoi? C'est la plateforme qui rassemble l'ensemble des professionnels du monde entier.
Donc c'est vraiment définir la situation dans laquelle tu es et qu'est-ce que je faisais. En gros, je lançais la plateforme Sales Navigator chez eux. Ok. Après, tu passes à T. T pour task. Qu'est-ce que je faisais? Du coup, j'étais Account Executive Enterprise. Mon job, c'était d'évangéliser le social selling auprès des grands comptes sur le marché français et de les aider à être plus efficaces dans leur prospection et leur développement des ventes. 3, action, comment je le faisais? Comment je le faisais? C'est tout simplement prospection, identification des prospects, prise de contact, détection de l'opportunité. Une fois qu'on avait identifié les décideurs, etc., présentation de la valeur auprès de ces décideurs, follow-up et aller jusqu'au closing. Et R, pourquoi? Pour résultat. Et quels sont les résultats? Tout simplement, voilà mon quota annuel. Je devais faire 400 000, je finis à 700 000. Voilà, 170% de performance. Sur les 3 années consécutives, une moyenne de 135%, etc., etc. Donc, c'est donner des éléments chiffrés, percutants, et qui vont montrer votre valeur de performance. Oui, alors je connaissais pas Star, mais je connaissais je sais pas si le bouquin, tu sais, Who's the Hay Method for Hiring. Oui, tout à fait. Ouais. Où il t'explique justement cette importance de toujours d'avoir des éléments objectifs, donc notamment des chiffres dans tes entretiens d'embauche. Et souvent, et toi, quand tu es recruteur, souvent si la personne te donne pas assez d'éléments chiffré, ça peut être un indice que c'est peut-être pas le meilleur candidat. Ouais, tout à fait. Et en fait, à quoi sert souvent pour nous les commerciaux le problème de nous qu'on a, nous les commerciaux, c'est quoi? C'est on est bavard. Le problème, c'est qu'on est bavard et qu'on a tendance à donner beaucoup de détails, beaucoup de s'emballer sur les explications, etc. Et la méthodologie STAR permet de rester dans un cadre. Si tu restes cantonné à situation, task, action, result, en fait, ça te permet de ne pas partir dans trop de détails. Et par contre, si l'interlocuteur, le recruteur ou le head of sales en face de toi veut plus de détails, faut pas s'inquiéter, il va y aller. Il va poser la question, et il va essayer de gratter là où ça fait mal. Donc du coup, ça sert à rien de donner trop de détails. Et c'est comme dans une vente au final. Si tu arrives et tu déballes ta liste de courses, voilà, là tu vas pas le vendre 200 000 euros ton crayon, quoi. Faut en garder sous la pédale et pour bien envoyer. Mais par contre, envoyer les bons messages. C'est toujours, important. C'est toujours en faire moins pour être plus impactant et efficace. Et exactement. Tu vois, par exemple, si je me dis, tiens, je postule pour un job de Sales Enterprise, quels vont être mes messages? C'est surtout quel deal, par exemple, si je donne un deal que j'ai traité, je vais essayer de mettre en avant, le projet qui est où j'ai eu la vente la plus complexe. Et où comment j'ai réussi à la gagner. Mais donc du coup, je renvoie le message de voilà, moi Clément, je maîtrise les phases de vente. Voilà comment je fais. Et c'est ça qui va être rassurant au niveau de l'interlocuteur. L'interlocuteur dit c'est bon, Clément il a déjà fait. Son temps de montée en compétence va être moindre s'il nous rejoint. Ouais, donc c'est exactement comme une vente. Tu te mets à la place de ton interlocuteur et tu essayes de comprendre c'est quoi son besoin, qu'est-ce qu'il veut dans ce recrutement. Exactement. Et tu essayes de se mettre à sa place et tu lui donnes ce qu'il veut, quoi. Et exactement. Donc ça, la méthodologie STAR, je la recommande à chacun. Et d'ailleurs, on a fait un article il n'y a pas longtemps sur cette thématique sur LinkedIn autour de ça. J'invite les auditeurs du coup à aller jeter un œil. Les deux autres points, l'importance d'être en forme mentalement et physiquement. Alors ça paraît trivial, c'est un petit conseil où on se dit il a sorti ça de son chapeau, mais
Exactement. Moi, j'ai eu un super conseil je pense, mon meilleur manager chez LinkedIn qui me dit, Clément, si aujourd'hui tu te sens pas d'attaque pour prendre le téléphone et appeler ton client parce que t'es pas en forme, t'as eu une mauvaise nouvelle, t'as un deal qui est tombé à l'eau et manque de bol, c'est ce qui allait faire à la fin de ton quarter, bah, à limite, rentre à la maison, mais par contre, tu reviens demain et là, tu seras en forme et tu vas le closer, tu vas l'avoir ton coup de téléphone avec le client. Et donc, du coup, c'est un peu comme un sportif. Je sais que tu as pas mal été dans l'univers sportif, Alexandre. Ouais. C'est comme un sportif. Un sportif qui est pas bien dans sa tête à un moment donné, bah, il sera pas bon, il sera pas top performer. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces éléments de préparation mentale aujourd'hui pour les sportifs de haut niveau. Bah là, un sel, c'est un sportif de haut niveau. Et donc, du coup, s'il vient vraiment en forme, reposé, sûr de lui, bah, ça va marquer direct et ça va envoyer une bonne image. Oui, en fait, effectivement, la forme est important, comment tu te présentes. C'est comme dans le management, bah, il faut être impeccable pour qu'on t'écoute et on écoute le fond de ta pensée. Exactement. Ouais. Après, il y avait un autre conseil qui était assez intéressant, mais je l'ai brièvement évoqué, c'est de montrer son expertise dans la vente. Oui. Alors, l'objectif, c'est encore une fois, c'est pas de dérouler le tapis rouge, etc. Mais c'est d'envoyer les bons messages sur comment je vends. Comment je vends, comment je maîtrise les différents cycles de vente. C'est ça qui est difficile dans la vente. Être très bon sur un pitch, bon, bah, ça s'apprend et c'est bien. Mais quand C'est il le faut suivi. Ouais. maîtriser l'ensemble, c'est le suivi, c'est comment tu gères bien tes différentes étapes, comment tu qualifies, Ouais. comment tu forecastes, etc. Tes relances. Euh, Voilà. Tes relances, c'est toutes ces petites étapes, bah, c'est aussi montrer en fonction de ce qui va être attendu par le recruteur, de montrer que bah oui, moi Clément, je sais faire ça. Ouais, c'est souvent une stat qu'on voit, mais que pour aboutir à une vente, il faut 8 relances ou 10 relances, je sais plus. Et que les gens qui font ça, en fait, finalement, c'est en général une minorité. Et c'est quelques pourcents de commerciaux qui font la 8e relance. Ouais. Et à mon avis, quand tu recherches un top sales, tu veux savoir effectivement si la personne maîtrise ce cycle de vente. Exactement. Et tu vois, comme il disait chez LinkedIn, c'est l'extra mile. C'est faire ce que le commercial lambda ne fera pas. Ouais. Et c'est d'aller vraiment jusqu'au bout. Et puis le dernier point, et je pense que là, on refait la boucle avec le job de commercial, c'est au final l'importance de bien comprendre son interlocuteur. C'est tout simple, mais au final, c'est quelles sont les attentes de mon interlocuteur, pardon. Sur quoi il va m'attendre. Et comme une vente, hein, au final, on le voit. C'est pour ça que au début d'entretien, bah, tu qualifies, tu requalifies de manière à faire en sorte que ton discours il soit adapté à ton client. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce qui va être attendu lors de mon entretien, de manière à être performant. D'accord. J'anticipe une question de la fin. Ouais. Toi, pour être performant quotidiennement, tu as des routines ou des applis qui t'aident Alors, du coup, j'essaie d'être un maximum organisé. Ouais. Alors, je suis très différent dans le boulot que dans ma vie perso. C'est le problème pour ma femme. Mais par contre, dans le boulot, je suis très pro, très organisé et je sais comment je fais avancer mes étapes. Donc, du coup, bah, le CRM, typiquement, on utilise HubSpot. On utilise plein d'outils pour faciliter
la gestion, du coup, je parle pas de Sales Navigator parce que je suis plus que convaincu, mais effectivement, ça fait partie de notre stack. Il y a plein d'outils et en termes de routine, j'ai pas forcément de routine particulière. Moi, je suis plus un fonceur, donc c'est plus le rythme que je me donne. Typiquement, je sais qu'en termes de KPI, il faut que je fasse entre 5 et 10 rendez-vous par jour. Ouais. Est-ce que tu as avec des personnes différentes. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, entre 5 et 10 rendez-vous par jour pour arriver à tes objectifs. Moi, je suis en train de repenser un peu mon organisation pour mieux performer. Et j'aimerais bien savoir si tu organises ta journée avec des plages dédiées, par exemple. Le matin, c'est plus les rendez-vous, l'après-midi, c'est plus la prospection, ou tu le fais un peu au fil de l'eau? Alors, je le prendrai pas pour moi parce que j'essaie d'être le plus possible disponible pour les équipes. Ouais. Donc, moi, comme les équipes me mettent énormément de rendez-vous dans l'agenda pour rencontrer des personnes. Voilà, il y a pas que, mais moi aussi j'en mets beaucoup. Mais donc du coup, je leur dis, les gars, mon agenda c'est le vôtre. L'objectif c'est de vous le booker au maximum. Ouais. Mais plutôt je parlerai plutôt de mes équipes qui sont plutôt très bien organisées et typiquement le matin ils vont faire tout ce qui est admin, donc du coup répondre aux différents emails, etc. Et ils vont commencer à prendre les premiers calls en fin de matinée. De manière, alors peut-être qu'ils sont pas du matin, c'est peut-être ça aussi, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir traiter le maximum de réponses à des clients, réponses à des sales, l'accompagnement des sales le matin et à partir du fin de matinée jusqu'à fin d'après-midi, enchaîner sur des calls et des rendez-vous physiques. C'est comme ça qu'on va s'organiser. D'accord. Ouais, j'avais reçu dans le podcast Jean Delaroche-Brochard de Kima. Et j'ai lu son dernier bouquin, la Human Machine, et il y a un passage qui m'a assez intéressé, c'est lui parle de 3 phases dans ta journée. La phase productive, donc pour lui c'est le matin, c'est là où il va traiter ses mails pour répondre aux entrepreneurs. Personne ne peut le déranger à ce moment-là, il est en mode avion, tu ne peux pas faire un rendez-vous avec lui le matin. La phase qu'il appelle de mémoire, je crois, la phase de socialisation, où là il va faire ses rendez-vous. Donc lui, c'est de 14h à 17h, donc il fait tous ses rendez-vous avec son équipe ou ses entrepreneurs. Et la phase réflexive, donc là, c'est à partir de 17h30 jusqu'à 19h pour lui, où il va en fait réfléchir à sa stratégie, écrire un post de blog, se lire un bouquin, où c'est un peu de la méditation active, où il se pose, il prend un peu de recul sur son activité, il sort la tête du guidon, et il réfléchit à mieux s'organiser, à mieux performer. Donc moi, dans la théorie, je trouve ça génial. Je veux essayer de le mettre en pratique. Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est de l'adapter à toi, comment tu travailles. Ouais. Et effectivement, j'ai écouté différents podcasts de lui. Effectivement, c'est une machine de production et d'organisation. Et voilà, nous, on est plus dans une phase de forte croissance, donc toujours à progresser, etc. Donc, on n'est pas encore à ce niveau d'exécution, mais il va falloir qu'on y arrive. Et je suis plutôt très fier de voir les équipes qui sont en train de se structurer dans ce sens-là et d'avoir cette partie admin, réponse aux emails, etc. le matin, l'après-midi les calls et puis les dernières relances en fin de journée. T'es déjà pas loin de son organisation, hein. Si tu fais ça. À croire au final, croire. Donc on est plutôt bon. Ouais. Mais non, c'est et puis au final c'est ce qui te fait gagner. Hein. Au final, c'est ce qui te fait gagner en performance, c'est ce qui te fait gagner en exécution derrière et qui apporte aussi, je pense, un professionnalisme auprès des gens. Oui, bien sûr. Bon, très bien, Clément. Du coup, j'en profite pour passer aux dernières questions. Hein. Est-ce que tu as un bouquin ou une vidéo ou un blog que tu peux conseiller aux vendeurs qui veulent s'améliorer ? Alors,
Ouais, plutôt qu'un bouquin dans la vente. Alors, il y en a des tonnes. Enfin, remarque, il y a un bouquin dans la vente que moi j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai lu post LinkedIn parce que lors d'un entretien, d'ailleurs, on me dit, mais Clément, tu t'as lu ce bouquin? Je fais, non, non, pas du tout. Bah, on dirait que tu l'as lu. En fait, c'est Predictable Revenue. Ah oui. Ouais, je pense qu'il est déjà revenu plusieurs fois. Moi, c'est celui que je conseille, effectivement. Ouais, celui-là, il est juste génial parce que en fait, c'est un super outil pour, et ça, c'est plus pour les entrepreneurs, pour savoir comment fonctionne une organisation à la Salesforce. Et de la comprendre. Pour les commerciaux, c'est excellent parce que c'est toute la méthodologie pour bien exécuter la vente. Il faut le savoir. Hein, moi, ça a été un vrai changement pour moi il y a 6 ans quand je suis arrivé chez LinkedIn. Je me suis rendu compte que chacun est à son poste. Et chacun a ses responsabilités. Et tout le monde fait partie de la même équipe. Alors que généralement, en France, on est un peu au four au moulin. Ouais, tu fais tout, ouais. On essaie de faire plein. Ouais, on fait tout, de la prospection jusqu'au closing, et puis après la fidélisation. Et bien sûr, tu as le même quota que si tu étais dans une boîte américaine. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et c'est vraiment plaisant de voir à quel point ils ont optimisé ce process. Et le deuxième bouquin dont je voulais parler, c'est L'entreprise du bonheur. Tu en as entendu parler, tu vois? Oui, alors tu m'en as parlé tout à l'heure en off, mais non, je ne l'ai pas lu celui-là. Ouais, je te le recommande parce que, alors moi, pareil, je suis entrepreneur, mais pour moi, c'était un super bouquin qu'on m'avait recommandé à l'époque, et en fait, qui explique c'est un peu la bio de Tony Hesh, en fait, et son métier, il a revendu à Amazon. Pour 1 milliard de dollars d'ailleurs, Zappos. Et en fait, il a tout orienté autour de l'expérience client. Alors aujourd'hui, ça paraît le mot le plus répandu, mais il faisait ça en 2008. 2008, donc il avait vraiment tout compris. Et il y a quelques petites anecdotes comme, en gros, pour les meilleurs clients, au lieu de les livrer 4 jours plus tard, ils se débrouillaient pour envoyer un coursier et le livrer le lendemain matin, pour que la personne ait son colis le lendemain matin, et donc du coup de surprendre le client. Et c'est plein de petites anecdotes qui font que comment tu rends de la magie dans l'expérience client et aussi dans l'expérience des employés. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, c'est super intéressant. J'avais adoré ce livre. Bah écoute, je vais le commander là, après notre interview. Voilà. Tu m'as convaincu. Bon, voilà, j'ai fait un bon boulot. Ouais. Bon, très bien, merci pour ces références. On va passer à la dernière question ou aux deux dernières questions. Est-ce que tu as une vente mémorable dans ta carrière que tu pourrais nous raconter en quelques minutes? Ouais, alors une des plus belles ventes, il y en a plusieurs, mais celle que j'ai adorée gérer, c'était encore une fois lorsque j'étais chez LinkedIn, lors de ma dernière année. Je travaillais sur les grands comptes, le CAC 40, et il y avait un gros industriel français qui était une de mes cibles, et j'ai détecté qu'il y avait un énorme potentiel au sein de la société. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec mes homologues à l'international, donc en Asie, en Australie, aux États-Unis. Et en fait, j'ai réussi à les motiver à travailler sur ce compte. Pourquoi? Pour générer tout un tas d'influenceurs dans le cycle de vente, pour les motiver à utiliser Sales Navigator. Pourquoi? Comme outil stratégique pour développer le business et pour avoir un coup d'avance sur le marché. Et donc ce deal, il a duré à peu près 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi à identifier des influenceurs, le décideur, qui allait être moteur pour porter le projet. Et donc du coup, t'imagines bien le nombre de meetings en interne pour dire où est-ce que t'en es, où est-ce que qui t'a identifié, qui pourrait être porteur du projet aux US, en Europe, en Asie, et de faire en sorte de closer avant la fin d'année.
Donc du coup, on a mis un vrai rush auprès du client pour le faire closer et pour te donner un ordre d'idée, on a multiplié par 10 le panier moyen sur ce deal-là. Donc c'était une vraie belle vente. Pourquoi ? Parce que c'était pas juste moi l'acteur de cette vente, mais plutôt de faire en sorte que tout le monde soit associé dans un projet commun et que tout le monde soit successful. Et en plus que ça se passe bien, parce que en tant que commerciaux, on a tous nos propres intérêts. Mais là, tout le monde était aligné et je pense tous les quatre, on a pris un super plaisir à faire ce deal. Du coup, c'était une vente à 6 chiffres, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est assez intéressant parce qu'on se dit pas forcément que LinkedIn fait des ventes comme ça en B2B, en direct. Ah ouais. On pense plus au modèle où les gens payent un Sales Navigator, mais en fait, il y a ça chez LinkedIn, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, on n'imagine pas que LinkedIn est aussi puissant, mais je crois que les chiffres sont sortis la semaine dernière. Aujourd'hui, LinkedIn, qui a été racheté par Microsoft, pèse pour 6% de Microsoft dans ses ventes. Donc, et c'est la première acquisition qui a un aussi fort impact sur le chiffre. Ouais, je pense que Microsoft en fait une belle affaire, même s'ils ont payé ça plusieurs milliards. Ouais, une vingtaine, ouais. Et non, c'est un très beau projet. Et là, tout dernièrement, il y a Jeff Weiner, le PDG, qui est un PDG formidable, qui passe chairman et qui fait monter quelqu'un en interne. Donc c'est un peu la fin d'un cycle, mais il y a tellement de projets, tellement de potentiel sur cette plateforme qu'ils ont un bel avenir devant eux. Ok, merci pour cette anecdote. Clément, où est-ce qu'on peut te joindre ? Alors, LinkedIn. Je pense que ça va être le plus simple. Ouais. Je pense que voilà, ça va être le plus simple. LinkedIn, n'hésitez pas, faut pas hésiter à me solliciter pour tout conseil si je peux en apporter. Donc si jamais on est un commercial en poste et on a envie de se faire une stratégie de carrière, on peut te contacter, toi et tes équipes, Rocket for Sales. Exactement. Vous pouvez même sur notre site booker un meeting avec nous directement. Si vous avez envie de bâtir une stratégie de carrière, et encore une fois, bâtir une stratégie de carrière, ça ne veut pas dire bouger de sa société, c'est avoir un plan concret sur où est-ce que je veux aller et ensuite de mettre les différentes étapes qui vont nous permettre de l'accélérer. D'accord. Bon, écoute, j'espère que tu vas avoir des milliers de leads entrants. J'espère. J'espère. En tout cas, merci beaucoup. C'était un très bon moment. Ouais, merci à toi, Clément. Et puis, donc, bon courage pour cette aventure et à très bientôt. Ouais, merci. À très bientôt. Allez, salut. Salut, Alexandre. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine.